Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. C'est parti pour une heure d'échange autour des grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit de la rencontre entre Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Nous parlerons de la sortie médiatique de la CODER qui demande la libération de Djibril Bassolé. Et on va dire également un mot sur le 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et enfin, nous échangerons autour des tirs qu'il y a eu entre des éléments de la police nationale et des présumés djihadistes à Dakui dans la Kossi. 4 invités sont autour de cette table pour analyser, commenter et décrypter l'ensemble de ces sujets. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Sayon. Également avec nous Ladi Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour Sayon. Nous avons avec nous Lassane Ozé Ouedraogo des éditions Sidoya. Bonjour. Bonjour Sayon. Et Bernard Bougouma de la radio Watt FM. Bonjour. Bonjour Sayon. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité cette semaine, vous l'avez suivi, a été marquée donc par cette rencontre entre les présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. C'était au Luxembourg, en marge de l'Assemblée générale de la francophonie. Alors, on sait que les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe depuis donc cette tentative de coup d'État en 2015. Alors, est-ce que vous avez été étonné de voir ces deux hommes étaler au grand jour leur amitié, leur fraternité? Bernard. Non, personnellement, je n'étais pas étonné parce que la rencontre était une rencontre inévitable, compte tenu du fait que chacun, c'est-à-dire chacune des deux personnalités, assume une responsabilité clé dans son pays, l'Assemblée nationale, donc en tant que président. Même s'il n'y aura pas de voyage officiel, formel entre les deux, il y a des rencontres internationales où les deux personnalités sont amenées à se rencontrer. Sauf si Salifou ne veut pas rencontrer Soro, dit je ne pars pas, ou Soro ne veut pas rencontrer Salifou, dit je ne pars pas à cette rencontre, à moins de jouer à ce jeu, ça va être très difficile. Mais ils peuvent être là-bas tous les deux sans décider de se voir. Ça c'est possible, c'est possible. Mais en politique, ça va être très difficile de ne pas se rencontrer. Chérif Si, sous la transition, c'était encore plus tendu que Salifou Diallo, hein, compte tenu du fait de ce qui était passé. Mais à la rencontre, le siège entre celui de Chérif et celui de Soro, c'est un siège qui les séparait. Donc ça veut dire que c'est pratiquement, c'est comme Lagui, vous et moi. Donc, me voici, voilà Lagui, et puis bon, Soro est là. Mais finalement, Soro a demandé à voir Chérif, et puis bon, ils se sont rencontrés. Alors, cette fois-ci, je pense que ce qui a étonné les uns et les autres, c'est la facilité, je dirais, avec laquelle les choses se sont passées. Ce qui étonne, c'est qu'ils s'appellent des frères, mais en politique, c'est pourquoi moi je dis, sous l'angle de la politique, ça ne m'étonne guère, parce que c'est le domaine où on ne dit jamais non, où le nom d'hier ne compte pas aujourd'hui, où le oui d'hier ne compte pas aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que, compte tenu des ambitions des uns et des autres, donc parlant des ambitions de Soro et des ambitions de Salif Diallo en tant que président du MPP, parce que quand on parle d'ambition, on parle du futur du MPP en même temps pour le Burkina, et ce que représente la Côte d'Ivoire comme enjeu électoral pour le MPP, et de ce que Soro entend imprimer comme ambition, ces vérités présidentielles ne sont pas cachées, est-ce qu'à un moment donné, l'un n'aura pas besoin de l'autre? Ce qui fait que, vu sous ce temps, moi, ça ne m'a pas étonné que ces deux-là se rencontrent. Du reste, c'est comment est-ce que les choses allaient se passer quand ils allaient se rencontrer. C'est la grande question qu'on se posait. Mais voyez-vous, les choses sont allées avec beaucoup plus de facilité. C'est comme Alassane Ouattara, j'allais terminer par là. Quand Alassane est venu à l'investiture de Roch, dès que l'investiture est finie, au moment où les uns et les autres s'activaient pour la réception, Alassane, c'est le palais du Mogo-Nava qui l'intéressait. Il est allé rapidement là-bas pour des formalités. Puis ça a été donné en grande pompe à Addis Abeba. Roch et Alassane, dès qu'ils se sont vus rapidement, Alassane m'avait donné instruction ce jour-là pour que ce que Roch a dit la passe aux 20h de la RTI. Et ça a été vite normalisé parce qu'eux, ils sont les présidents.
Mais les autres avaient le temps de se rencontrer, de se voir. Donc je pense que c'est dans cette situation, c'est vrai que ça suscite pas mal de commentaires. Alors on va voir si Rabo donc, partage l'avis de Bougouma sur cette rencontre entre les deux présidents. Oui, je n'ai pas un commentaire opposé à ce que Bougouma dit. Seulement, je relève que les deux personnalités ont su faire preuve de hauteur de vue. Elles ont su dépasser leurs égos. Et quand on est homme d'État, quand on est homme politique responsable, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il s'est ressorti dans ce que Salif Diallo a dit, les deux pays constituent pratiquement une même nation. Et ce n'est pas possible aujourd'hui d'être homme d'État en Côte d'Ivoire et d'ignorer le Burkina. Et ce n'est pas possible d'être homme d'État au Burkina et d'ignorer la Côte d'Ivoire. Même si la plaie était profonde, je pense que tout homme politique qui a des ambitions au niveau où ces personnalités-là sont, est obligé de faire ce passage-là. Sinon, effectivement, il y avait un vrai problème. Soro sait ce qu'il a fait et Salif Diallo savait que Soro devait faire amende honorable. Il a su le faire. Moi, j'ai beaucoup aimé sa modestie parce qu'il a dit franchement, même si on ne peut pas lire dans la tête et le cœur des hommes politiques, c'est pour aujourd'hui que j'ai dit ça. Soro a su faire preuve d'humilité parce qu'il a dit que c'est lui qui a demandé la rencontre, qu'il a obtenu et qu'il avait des choses à partager avec son frère Salif Diallo. Donc je crois que c'est cette humilité probablement de Guillaume Soro qui a facilité les choses parce que c'est lui, je crois, qui a offensé Salif Diallo. Contrairement par contre à ce que Bernard Bougouma dit, moi j'ai appris que c'était plutôt difficile avec Chérif Sy en fin 2015 à Paris. Quand il y avait eu une rencontre où les deux personnalités étaient ensemble, Soro avait envoyé un émissaire pour voir Chérif, mais ça n'avait pas marché. Parce que les événements venaient de se produire probablement. En septembre seulement, il y avait à peine 2-3 mois et que Chérif n'avait probablement pas digéré encore les menaces de mort proférées en son encontre par enregistrement téléphonique contre Chérif Sy et Salif Diallo. Alors, selon certains commentaires, c'est comme si cette rencontre vient blanchir, entre griffes, Guillaume Soro, donc de cette tentative de coup d'État avorté au Burkina Faso, Lassane. Moi, je pense que politiquement, même Soro était déjà blanchi. Avec l'annulation de ces mandats d'arrêt, voilà, qui avait été décidé par le pouvoir en place, qui avait estimé qu'il était question de gérer politiquement au lieu de laisser en quelque sorte la justice faire son travail. Et moi, personnellement, je n'ai pas été, je ne sais pas, surpris par cette rencontre parce que en politique, on dit si tu ne peux pas neutraliser ton ennemi ou ton adversaire politique, il vaut mieux en faire un allié. Il vaut mieux en faire un allié. Aujourd'hui, si on regarde ce que représentent ces deux hommes, Salif Diallo, président de MPP, il y a 2020 qui s'approche, et la Côte d'Ivoire, comme Bougouma l'a dit, représente quand même un potentiel électoral. Et Guillaume Soro, aujourd'hui, les ambitions de Guillaume Soro, je pense qu'il n'est plus à cacher. Donc nous estimons que cette réconciliation entre ces deux hommes était vraiment nécessaire entre eux-mêmes d'abord. Ensuite, vous savez que c'est à l'orée des TAC, du traité d'amitié de coopération entre la Côte d'Ivoire que cette rencontre a eu lieu. Si on considère le traité d'amitié comme en quelque sorte un outil politique pour quand même essayer de valoriser et de permettre l'intégration entre les deux pays, pensons qu'aujourd'hui, il n'est vraiment pas nécessaire qu'il y ait toujours couteau tiré entre des personnalités de deux pays qui sont liés, comme on a l'habitude de dire, par la géographie et par l'histoire, parce que les liens entre les populations ivoiriennes et burkinabè, ça ne date pas seulement ça date depuis la période coloniale. Donc, il n'est pas question que
ces deux personnalités puissent réellement se tirer dessus. Et puis bon, il faut savoir aussi que même entre nous, citoyens, lorsqu'on s'offense, il y a des moments où on est obligé de faire des concessions au regard parfois des enjeux qui sont les enjeux du jour. Alors, l'intérêt donc des deux pays donc peut-être a pris le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, Bama? Non, moi je crois que au regard des contingences que les uns et les autres ont avancées tout à l'heure, c'était prévisible que ça puisse se terminer comme ça. Mais moi, je me pose quand même des questions sur surtout la sincérité de cette réconciliation, si on peut l'appeler ainsi, parce que quand moi je me réfère un peu surtout aux propos qui ont été tenus notamment dans les écoutes, quand je me réfère un peu à ce que la haine surtout avec laquelle Soro a parlé de son grand frère Salif Diallo et de Chérif Sy, et la façon dont il en a parlé, il a demandé même à son interlocuteur qui se trouve être Djibril Bassolé de vraiment lui permettre de régler ses comptes avec ces messieurs-là en son temps. Alors que des choses comme ça puissent au détour d'une rencontre en Europe puisse se régler comme ça facilement. Et surtout, quand il a dit que Salif Diallo, quand il traversait son désert de Compaoré, c'était chez lui qui venait en Côte d'Ivoire pour prendre de l'argent pour manger. Et s'il pense qu'aujourd'hui, parce que lui, il traverse son désert, il peut tirer sur le corbillard ou bien sur l'ambulance, bon, moi, j'ai senti quand même les deux avaient quand même des choses assez graves qui se reprochaient mutuellement. Rabo disait que Soro a fait amende honorable, mais on ne sait pas, c'est vrai. Lui, il a dit ce que, enfin, on sait ce que, pourquoi Salif lui en veut, mais on ne sait pas pourquoi lui il en veut à Salif. Parce que ça, on ne sait pas, parce qu'eux, ils s'en veulent mutuellement. Donc, moi, je pense que, bon, il y a certainement des choses qu'on ignore encore jusque-là. Et moi, quand je regarde tout ça, ça m'amène à me poser des questions. Est-ce que vraiment c'est une réconciliation sincère au regard vraiment de la gravité des faits, quoi. Maintenant, bon, si c'est le cas aussi, bon, ce sera tant mieux pour tout le monde. Oui. On peut dire, en fait, c'est de la réelle politique. La sincérité, pour moi, ça ne représente pas grand-chose. En fait, si chacun veut compter dans son pays, il est obligé de passer par là. Voilà. Osé a dit, la Côte d'Ivoire, c'est un potentiel électoral pour le MPP, qui voit déjà 2020 à sa porte. Alors que Guillaume Soro est bien parti aujourd'hui pour prendre le dessus dans la bataille, dans la succession d'Alassane Ouattara. Voyez-vous? Donc, quelque part, ils sont obligés l'un l'autre de se soutenir mutuellement. C'est pourquoi, là, Ibama dit qu'il ne sait pas pourquoi Soro en veut à Salif Diallo. Mais on peut lire ça. Il lui en veut, oui. Il lui en veut parce qu'il a fait tomber Blaise Compaoré. Oui, son parrain, son gourou. Voilà. Parce qu'il se suicide que c'est Salif Diallo qui a pensé toute l'insurrection. Et donc Guillaume Soro, ayant compté pendant longtemps sur Blaise Compaoré pour certainement devenir président en Côte d'Ivoire, il va en vouloir au tombeur de Blaise Compaoré. Donc ça, on peut imaginer que c'est ce pourquoi il en veut. Et quelque part, c'est encore Salif Diallo qui a participé à l'échec du coup d'État qu'eux, ils auraient préparé ensemble avec leurs partenaires du Burkina. En tout cas, moi, je ne vois pas d'inimitié en dehors de ces enjeux politiques-là. Et tels que les enjeux sont entre maintenant et 2020, ils n'ont qu'intérêt à se soutenir mutuellement en tant que personnalité qui compte dans les deux pays. Moi, je dis aujourd'hui, les gens ne peuvent pas imaginer que quelqu'un devienne président en Côte d'Ivoire en ignorant le Burkina Faso, et ce n'est plus possible que quelqu'un devienne président au Burkina Faso en ignorant la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus possible. Voilà. D'accord, oui. Bougouma, vous voudrez réagir? Effectivement, c'est tout l'enjeu de cette situation. Parce que, effectivement, vous êtes président de la Côte d'Ivoire, vous êtes président du Burkina, sans une onction même officieuse de la Côte d'Ivoire, il y a un grain de sel qui va manquer dans la sauce. Parce que les choses se dessinent, comme Babo l'avait dit, comme l'axe Paris-Berlin. Quoi qu'il en soit, c'est plus ou moins lié. Vous voyez, c'est très proche. Et traité d'amitié, de coopération, il y a plusieurs projets qui sont en train de se développer et tout et tout. À un moment donné, celui qui va venir même, c'est de prouver sa bonne foi par rapport à l'application de certaines résolutions qui étaient prises. Parce qu'il y a des projets concrets qui sont en train de se réaliser sur le terrain. Si nous nous fions au dit du ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Bari, alors,
à partir du premier trimestre 2008, normalement, on doit pouvoir voir les débuts... 2018, pardon, oui. Pouvoir voir concrètement le début d'un des plus grands projets. Il s'agit de l'autoroute, dont il parle de la fin des études de faisabilité. Ça, c'est des projets qui comptent. Donc, de ce point de vue, c'est des éléments à ne pas négliger. Mais sinon, les deux, Salifou Diallo et Guillaume Soro se connaissent très bien, même jusqu'au début de la rébellion. Quand l'affaire d'Akouri Tablé, qui avait été, selon certains, portée par Salifou Diallo, avait été contredite par Ibrahim Koulibaly, les choses avaient commencé déjà à se durcir pour IB en faveur de Soro. Donc il y a tout ce temps-là où ils ont partagé un certain nombre de choses. La rencontre a duré combien de temps? Il paraît que ça a duré près de 2 heures. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dites, certainement il y a un passé qui a été évoqué et il y a un avenir qui a été pensé. Donc de ce point de vue, ce ne sont pas des éléments, des petits éléments à ignorer. Là, je pense que la difficulté est venue de la chute de Blaise Compaoré. Parce que Soro a dit clairement dans les écoutes, comme Bama l'a dit, même quand Diallo traversait le désert de Compaoré, oui. Il a continué de le soutenir. Malgré que Compaoré Salifou était en disgrâce vis-à-vis de Compaoré, lui continuait de le soutenir, ça ne lui dérangeait pas. Mais maintenant, lui, il est dans le désert de Ouattara et puis bon, Salifou s'est décollé. Donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais certainement, ils se sont parlé de, écoutez, bon, voilà, c'est une affaire de personnalité et puis c'est une affaire d'avenir des deux. Soro pense pour 2020, Salifou Diallo également pense pour 2020. La Côte d'Ivoire estimée à près de 3 millions officiellement. S'il y a seulement peut-être 1 million seulement qui peut voter, ça peut contribuer à influencer le résultat au Burkina. Quand on sait que ceux qui élisent au Burkina, la proportion n'atteint même pas 2 millions, ceux qui élisent le président du Faso. Imaginons si plus d'1 million, près de 800 000, si sur 1 million, 800 000 même votent pour le camp opposé au parti au pouvoir, ce n'est pas des choses à négliger. Et si Soro a besoin du Burkina pour monter, certainement ceux qui sont au pouvoir ici vont vouloir également de Soro pour influencer sur les réseaux CDP en Côte d'Ivoire, qui sont toujours bien ancrés pour pouvoir actionner. Et 2020, ça, il ne faut pas qu'on se leur assure. Et ça, c'est des calculs qu'ils vont faire à leur niveau. Ce sont des éléments à ne pas négliger. Oui, Bama voudrait réagir. Oui, non, c'est juste pour dire à Rabo que les choses, je pense, ne sont pas aussi simples qu'on puisse le croire. Comme il est dit, on peut croire que peut-être c'est parce que Salifou Diallo a lutté pour que Blaise tombe, le mentor de Soro tombe, que Soro puisse. Mais je ne pense pas que... Moi, j'ai pris le soin d'écouter ces écoutes-là encore ce matin avant de venir à cette émission. Mais en suivant Soro, je ne pense pas que ce soit le fait que Salifou Diallo ait lutté du reste, mais ce n'est pas Salifou Diallo qui a lutté pour tomber Blaise Compaoré. Et quand il parle de tirer sur l'ambulance, je ne pense pas que ce soit à ça que Soro fait référence. Je pense que Soro et Salifou Diallo ont des choses beaucoup plus profondes sur lesquelles, en tout cas, il doit s'en vouloir que ces choses superficielles dont on parle. Maintenant, c'est quoi exactement? On ne sait pas. Et en plus, et ça c'est pour répondre un peu à une partie de ta question au départ, quand tu disais que est-ce que ça permet aussi d'évacuer aussi le contentieux et tout ça. Moi, je pense que non, parce que là, il y a deux choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Salifou Diallo et Soro Compaoré en tant qu'individu peuvent se réconcilier. C'est leur affaire, c'est leur oignon, ils peuvent chercher à faire ça entre eux. Ça, en tant qu'individu, ce sont des amis, comme on a pu le constater. Quand ils traversent les déserts mutuellement, ils se soutiennent ou ils ne se soutiennent pas, ça c'est leur affaire. Mais maintenant, pour ce qui est du coup d'État et ce qu'on reproche à Soro, et surtout quand on écoute Soro dans ces fameuses bandes-là, ce qui est en jeu ici, on ne peut pas le diluer facilement comme ça dans cette réconciliation de façade-là. Il y a des choses assez graves qui sont là et il faut qu'on puisse avoir un procès sur cette affaire pour qu'on puisse être situé. Parce que Soro est allé jusqu'à dire que, comment on appelle ça, même au-delà de cette affaire, quand est-ce que, quand il aura l'occasion de régler ses comptes avec Salifou Diallo et si Chérif en son temps, alors, il ne faut pas que quelqu'un puisse l'entraver, il tient vraiment à régler ces comptes-là. Je pense que ça, c'est des choses quand même assez graves. Et en plus, quand il parle de frapper, il faut écouter les écoutes. Moi, je pense que c'est assez sérieux. Hein. Il parle de frapper au nord, frapper au sud. Et quand les gens seront paniqués, frapper là, pour déstabiliser tout, de sorte à ce que la situation ne revienne pas à la normale. Alors, moi, je pense que ça va au-delà de Salifou Diallo. Hein. C'est nous tous qui sommes... nos vies qui sont en jeu dans cette affaire-là. Donc, moi, je pense que le procès de ce coup d'État doit avoir lieu. Soro, contrairement à ce que la CENI dit aussi, n'est pas encore hors de cette affaire.
ces mandats restent toujours, parce que moi, je travaille sur ce dossier, les mandats sont toujours valables parce que le juge a bel et bien relancé ces mandats. Seulement, c'est le gouvernement qui a refusé de les acheminer. Les mandats sont toujours en jeu. Donc, vraiment, il faut qu'on soit vraiment clair sur cette Okay. Oui, là, ça est très rapide. Je comprends Bama, Bama, mais il faut reconnaître qu'en politique, il n'y a pas d'adversaire ou d'ennemi éternel. Voilà. Compte tenu d'un certain nombre d'enjeux ou d'un certain nombre de choses, les hommes politiques peuvent taire un jour leurs divergences pour régler une situation, je ne sais pas, conjoncturelle, et puis quitte à ce que peut-être après, bon, chacun reprend son bâton de pèlerin. Et ensuite, ce que Ladjibama dit, il faut qu'il y ait procès. Parce que je pense que la justice militaire veut tenir ce procès avant 2020. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas de marge de manœuvre pour écouter Soro parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Il a l'immunité parlementaire et son mandat finit en 2020. Est-ce qu'il faut attendre 2020 lorsque son mandat va finir pour qu'on l'écoute avant de tenir le procès? Est-ce que, donc réellement, parfois il faut tenir compte aussi de la réelle politique. Voilà. Aujourd'hui, Soro représente une nation. Il est la troisième personnalité. C'est vrai qu'au moment où se tenaient les coups d'État, il était deuxième personnalité. Mais avec voilà, la nouvelle constitution, oui. Voilà, il est devenu troisième personnalité. Bon, la Côte d'Ivoire ne sera pas prête, je ne sais pas, à rendre Soro comme ça pour qu'on puisse l'écouter. Ou bien, bon, tant qu'on ne lève pas l'immunité parlementaire de Soro, la justice ivoirienne ne peut pas écouter Soro. Et la justice burkinabé aussi ne peut pas attendre 2020 quand il va finir son mandat avant de l'écouter. Donc moi, je pense qu'il faut aller au procès. Ceux qui ont eu, je ne sais pas, au Burkina Faso, les Burkinabés qui sont sortis, qui avec les Kalash, ils ont pris le tramadol et qui ont tiré sur nos frères là, il faut les juger. On ne peut pas attendre que, je ne sais pas, Guillaume Soro puisse... Vous avez été témoin de la prise de tramadol. Moi, je pense qu'il a pris quelque chose. Voilà, je voudrais dire par rapport à ce que Laïbama a dit, je trouve que Laïbama s'est un peu éloigné, il nous a amenés dans le procès. Mais là, moi, je ne vois pas un procès où Soro pourrait être présent. Ce n'est pas possible dans toutes choses égales par ailleurs, quoi. Si les choses se passent comme elles sont aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que Soro est bien parti pour ne plus être justiciable de nos tribunaux. Mais ramenons ça à l'affaire de Salif Diallo, Guillaume Soro, à propos de leur rencontre. Moi, je ne vois pas leur inimitié en dehors de la réelle politique et de leurs activités politiques. Non, les hommes politiques, ils n'ont pas le temps pour gérer ces petites choses-là dont Ladjibama parle. Peut-être ce que j'ajoute, et qui se retrouve aussi dans les écoutes téléphoniques. L'autre chose pour laquelle Soro avait une dent contre Salif Diallo, c'est que les leaders du MPP se sont rapprochés d'Ahmed Bakayoko, le frère ennemi de Guillaume Soro, pour financer leur campagne. Et Soro le dit dans l'enregistrement. Soro dit qu'il y a eu un montage financier qui a été préparé par Ahmed Bakayoko et qui a amené les émissaires de Roch, Marc-Christian Kaboré, voire un fameux partenaire camerounais pour financer la campagne du MPP. Et donc tout ça, ça crée des problèmes à Guillaume Soro. Parce que lui, il n'était pas en odeur de sainteté avec Ahmed Bakayoko, qui vise aussi la présidence en 2020. Vous voyez, donc l'un dans l'autre, chacun a travaillé avec l'adversaire de l'autre, l'adversaire politique de l'autre. Pendant que les Salif Diallo étaient contre les Djibril Bassolé et les Gilbert Guenguéré ici, qui sont les amis de Guillaume Soro, voilà, les Salif Diallo aussi étaient en train de travailler avec Ahmed Bakayoko, qui sont aussi, et les autres, hein, les Amadou Gon Coulibaly, qui sont aussi les adversaires de Guillaume Soro. Donc, ils se sont gênés politiquement entre 2014 et 2017. Et on peut expliquer toute cette inimitié-là par ça. Mais la réelle politique étant vraiment ce qu'elle est, chacun veut quelque chose de l'autre pour compter dans son pays. Et moi, je crois que la bagarre, là, est partie pour finir rapidement, quoi. Parce que ce qu'ils voient là, ça dépasse ce qui les a divisés. Et moi, j'ai dit, l'inimité entre Salif Diallo et Guillaume Soro, dont on parle là, c'est vraiment rien du tout devant l'inimité qui a opposé Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara. C'était pire, mais ils se sont rencontrés. Réal politique faisant, ils se sont soutenus pour que l'un devienne président et pour que l'autre en profite. Donc en politique, il n'y a pas ces bagarres-là qui durent longtemps, tant que chacun veut toujours quelque chose pour compter dans son pays. Oui, une dernière réaction. Non, ce que je voudrais dire, c'est que pour le moment, parlant de procès, même si on revient là-dessus, ça dit que
c'est pas rêver pour le moment. Ça, faut pas... Mais ça ne veut pas dire que devant l'histoire, à un moment donné, que Soro finisse sa carrière politique, même en tant que président de la Côte d'Ivoire, et revienne simple citoyen, qu'un jour on lui dise, monsieur, venez ici, vous avez à répondre. Ce n'est pas exclu. Mais pour le moment, je pense que c'est des éléments sur lesquels, en l'étape actuelle des choses, il est fort parce qu'il est protégé par un mandat en Côte d'Ivoire, l'immunité parlementaire. Ça, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, compte tenu de ce qui s'est passé ici, le Burkina officiellement dit, le gouvernement a dit qu'ils ont préféré la dénonciation. La dénonciation. Ils ont préféré la dénonciation. La Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme votre fils a battu le fils du voisin, vous partez dire au voisin, bon, et mon enfant, là, votre fils a battu mon fils, bon, mais moi je viens le dénoncer, je ne vais pas le chicoter, il faut voir si tu peux le chicoter. C'est à lui de prendre l'initiative de chicoter ou de ne pas chicoter. C'est ce que notre gouvernement nous a fait comprendre. Maintenant, espérons qu'un jour, un juge ivoirien se lève et dit, bon, monsieur, venez répondre parce que vous avez été dénoncé. Mais ça, ce n'est pas pour le moment, compte tenu du fait des enjeux politiques du moment. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne répondront pas, ou ceux qui sont au Burkina également ne répondront pas. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais on ne perd pas de vue cette situation, mais en attendant, la réelle politique du moment, c'est comme on l'a dit, les enjeux, c'est vraiment ça, et surtout, ce que Rabo vient de vivre, ça couronne tout. Oui, une dernière réaction de Bamako. J'ai l'impression qu'il n'a pas été bien compris par les deux autres là. Oui. Et quand je parle de procès, bien entendu, ce n'est pas le procès qui aura lieu tout de suite dans la salle, j'en ai parlé. Cette affaire de coup d'État ne peut pas se résoudre au détour de ce procès seulement. Comme Bernard l'a si bien dit, c'est un problème qui est là, qu'il va falloir résoudre un jour ou l'autre. Parce que Soro ne peut pas se dédouaner comme ça facilement, ce n'est pas possible. Autrement, il faut libérer Djibril Bassolé et puis on n'en parle plus. Hein. Parce que c'est la même chose. Si Djibril peut répondre, c'est que Soro doit répondre, même si ce n'est pas demain. Après-demain, il va répondre. C'est de ça que je voulais parler. En tout cas, c'est une belle transition pour parler donc, de cette affaire de libération de Djibril Bassolé. La CODER, donc, au cours de la semaine, c'était d'ailleurs le même jour que Salifou Diallo et Guillaume Soro se sont rencontrés au Luxembourg. La CODER donc, publiait une déclaration dans laquelle elle demande la libération donc, de Djibril Bassolé, donc s'appuyant sur l'avis du groupe de travail sur les détentions arbitraires du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Alors, c'est une nouvelle déclaration de trop de cette structure, Lassane? Oui, ce n'est pas seulement la CODER, il y a même le PITJ de Soumane Touré qui va même demander à ce qu'on libère Djibril Bassolé parce que pour lui, si Soro ne répond pas, puisque Djibril est incarcéré sur la base des écoutes téléphoniques. Et aujourd'hui, on tente de régler à l'amiable le cas Soro et aujourd'hui, Djibril Bassolé est en prison. Moi, je pense qu'il faut aller surtout à ce jugement, à ce procès, parce que ça fait à peu près 2 ans, en quelque sorte, que Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré sont en prison pour le cas depuis le 29 septembre. Voilà. 2015. Donc, il faut aller vite à un procès. Vite, entre guillemets, mais non pas un procès bâclé. C'est-à-dire qu'il faut aller à un procès, ficeler le dossier comme il le faut, de telle sorte que les gens, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on puisse quitter ici. Parce que voici réellement vraiment des gens qui sont incarcérés dans une tentative de putsch. Et on tourne pour aller à un procès. C'est un peu difficile. On ne sait pas au fond qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas s'il y a vraiment des dessous vraiment du dossier qu'on ne comprend pas. Parce que quand j'écoute Pascal Izareda qui dit aux gens que non, le dossier Diendéré est vide. Parce que ce sont les jeunes qui ont organisé le coup d'État pour venir prendre Diendéré et puis mettre. Moi, je dis, mais quand on endosse, en tant que général, on sait que quand on endosse un coup d'État, tout ce qui s'ensuit comme responsabilité, on endosse tout. Parce que Aya Sanogo, à ma connaissance, il était dans un débit de boisson. Les jeunes ont fait le coup d'État, ils sont allés le prendre. Même Robert Gueye en Côte d'Ivoire, il était dans son village, les jeunes ont fait le coup d'État, ils sont allés le prendre. Donc, lorsqu'on accepte d'endosser un coup d'État, on accepte aussi d'endosser les responsabilités. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut aller à un procès, parce que tel qu'on voit l'affaire, Djibril Bassolé, il est plus qu'un prisonnier, parce qu'aujourd'hui,
il y a ces avocats qui font des pieds et des mains dans toutes les institutions internationales pour vraiment défendre sa cause. Tandis que, bon, nous avons aussi des gens qui ont des dossiers qui traînent à la justice pendant 3 ans, 4 ans, qui sont là parce qu'ils n'ont pas une voix qui porte. Bon, ils ont des dossiers qui traînent. Bon, je vois que Djibril Bassolé devient un prisonnier hors commun. Donc, je pense qu'il faut aller à un procès pour que chacun puisse s'y situer. D'accord. Et l'avis même de la CODER, ça ne vous surprend pas? C'est normal? Moi, ça ne me surprend pas, parce que le président de la CODER aujourd'hui, c'est le président du NAFA, Rasmané Ouedraogo, qui est en quelque sorte le président du parti de Djibril Bassolé. Donc c'est normal qu'il prêche pour la chapelle de Djibril Bassolé. Moi, ça ne m'étonne pas que la CODER demande aujourd'hui la libération de Djibril Bassolé en tenant compte de l'avis des experts de l'ONU, bon, qui c'est toujours discutable, hein, parce que quand ils estiment que l'arrestation de Djibril Bassolé, en son temps, il était en quelque sorte civil. Je pense qu'il y a des civils qui sont poursuivis par le tribunal militaire dans le cadre même de ce coup d'État. Ce n'est pas lié à son statut de militaire qu'il est poursuivi par le tribunal militaire. Donc ça ne m'étonne pas que la NAFA demande la libération de leur mentor. D'accord, oui. Bougouma. Oui, je ne suis pas étonné que la CODER effectivement demande la libération de Djibril Bassolé sur la base du travail du groupe de travail de l'ONU. Parce que c'est des anciens camarades qui demandent la libération de leurs camarades. En dehors de Ablassé Ouedraogo qui n'était pas du Front républicain, c'est des anciens du Front républicain, de la DFRDA qui est dans la CODER, mais qui n'était pas également du Front républicain. Rasmané Ouedraogo, compte tenu du fait qu'il était au CDP, donc il était dans le Front républicain, aujourd'hui il est président de la NAFA. Mieux, le groupe de travail affirme clairement maintenant que Djibril Bassolé a créé un parti politique dénommé la NAFA. Ce n'était pas dit officiellement et c'est les travaux du groupe de travail qui a confirmé ça. Bon, il a toujours dit, je suis candidat indépendant, c'est la NAFA qui me soutient. Bon, c'est pas moi qui ai créé la NAFA. Mais le groupe de travail a écrit noir sur blanc qui démissionnait du CDP. Il ne s'est pas exilé comme les autres leaders, après Blaise Compaoré. Mieux, il a fondé son parti politique pour conquérir la présidence, la première élection présidentielle post-transition. Bon, c'est clairement dit dans le document. Donc, la CODER, avec la NAFA en tête, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre son de cloche? En fait, c'est là où, effectivement, je fais le rapprochement pour dire que Diabré doit être très mal à l'aise maintenant dans cette situation. Maintenant, la CODER est membre du CEFOP, mais comme au nom de l'indépendance des entités, la CODER n'est pas membre du CEFOP. Certains partis pris individuellement. Tout à fait. Les partis voilà, de la CODER pris individuellement. Voilà, pris individuellement. Voilà, pris individuellement, comme certains pris individuellement. Tout à fait. Comme certains pris individuellement sont avec ZEF dans leur coalition également, mais c'est pris individuellement. Ils ont d'ailleurs fait beaucoup de déclarations ensemble. Tout à fait. Il y a eu des déclarations communes. Donc, voilà. Peut-être que demain, on lira une déclaration du chef de file de l'opposition demandant la libération de Djibril sur la base du groupe on ne sait pas, c'est possible, puisqu'on est en politique. Mais ce que je note, c'est qu'on ne pouvait pas attendre mieux de la CODER en termes de sortie. Mais effectivement, c'est quelque part là où se trouve la fausse note. Parce qu'il y en a pour certains, la CODER a toujours dit qu'il faut d'abord faire la justice avant que quoi que ce soit. Bon, cette fois-ci, il y a eu un argument de taille qui a été brandi. Et donc, la CODER se saisit de cela pour pouvoir... oui, justement, concernant cet avis, est-ce qu'il faut le rejeter en bloc comme ça? Lequel? L'avis du groupe de travail sur la libération. Oui, moi j'allais préférer justement parler de ça que de parler de pourquoi la CODER demande de libérer Djibril Bassolé. Pourquoi Sayon ne nous demande pas qu'est-ce qu'on pense de ce que oui, mais la question vient d'être posée. Pourquoi Souman Touré avec son PITJ, qu'est-ce qu'on pense du fait qu'il demande de libérer Djibril Bassolé? Ouais, pourquoi la CODER? Donc moi je préfère parler de ce que le groupe de travail a dit. Moi, je crois que le groupe de travail de l'ONU a ignoré des textes du Burkina, a cru que le Burkina n'avait pas de spécificité, il n'avait pas de souveraineté et devait se fondre dans un droit international sans couleur, sans odeur, au nom des droits de l'homme. Non, parce que le groupe de travail avance une raison simple, étant donné qu'il est civil et qu'il avait le statut de civil, on ne pouvait pas le poursuivre devant des tribunaux militaires. Alors que nous, les Burkinabés, nous sommes habitués à autre chose ici. Voilà. Il y a eu des procès de l'attaque de Nimdi. Il y avait des marabouts civils devant les juges militaires.
Voilà, donc il faut que le groupe de travail s'informe sur la manière dont on fonctionne au Burkina Faso ici et ne fasse pas de spécificité au nom de l'introduction d'un certain Guibril Bassolé dans les réseaux internationaux. Parce que moi, je lis ça aussi un peu comme ça. Plus vous êtes puissant au niveau international, plus vous pouvez bénéficier de certaines faveurs quand vous êtes en difficulté. En témoigne la visite secrète que le président de la Commission de l'Union africaine a rendue à Guibril Bassolé à la Maca. Voyez-vous, le groupe de travail, moi je crois, a méconnu certains textes du Burkina Faso et doit mieux lire nos textes et souhaiter seulement qu'on aille rapidement au procès pour que Guibril Bassolé éventuellement soit blanchi. Parce que à tourner comme ça donne l'impression que Guibril Bassolé ne veut même pas le procès. Moi, je crois qu'il faut faire plutôt la pression sur les gens pour qu'ils aillent au procès. Là où je suis d'accord avec Souman Touré au passage, c'est quand il dit qu'il y a un pan de politique dans la détention de Guibril Bassolé. Parce que ceux qui sont au pouvoir aussi font des calculs, voilà, sur l'influence qu'ils pourraient faire sur le jeu politique s'il est dehors. Même si je ne partage pas totalement ce que Souman Touré a dit, que si Guibril Bassolé est dehors, il va tout brouiller, ils n'auront plus de relations. Blaise Compaoré est dehors, il doit être plus puissant que Guibril Bassolé, puisque c'est son maître. Voilà, mais il n'a pas dérangé la marche du Burkina. Je ne dis pas que ça marche bien, mais il n'empêche pas le Burkina de vivre. Donc, l'un dans l'autre, moi je crois que la solution c'est d'aller au procès, que le groupe de travail demande à l'État burkinabé d'aller au procès. Voilà, pour ne pas violer les droits humains des uns et des autres, y compris les droits humains du général Gilbert Guinguéré. Ce n'est pas parce que lui, il ne s'est pas offert des avocats dernier cri qu'on doit violer ses droits non plus. Voilà, donc moi, je ne suis pas d'accord. Alors, on va rebondir sur ce qu'il vient de dire. Y a-t-il une part de politique dans la détention de Guibril Bassolé? Ben oui, naturellement, puisque Guibril Bassolé, c'est un homme politique, et d'ailleurs, c'est pour des affaires politiques qui se retrouvent là-bas. Donc, on ne peut pas dissocier seulement, on ne peut pas dissocier ces choses-là. Maintenant, c'est la politisation du dossier, ça c'est une autre affaire. Voilà, parce qu'un coup d'État est politique. Si vous êtes impliqué dans une affaire de putsch, c'est une démarche politique, puisqu'on vise à renverser un système politique pour envoyer un autre système politique. Donc, ça c'est clair. Maintenant, c'est la politisation du dossier ou les calculs politiques qui peuvent effectivement, comme on l'a vu dans le dossier Soro, en ce moment-là, c'est ça qu'il faut dénoncer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Pour terminer, c'est comme Rabo l'a dit, le groupe de travail a oublié que le Burkina a jugé un militaire devant un tribunal civil. Le caporal Lompo, dans l'affaire Bernadette Tiendrebego. D'accord, oui. Bama. Non, moi je crois qu'on ne devait pas s'étonner par rapport à ce qui s'est fait par rapport à cette affaire Guibril Bassolé. Parce que comme on l'a dit tantôt, si Soro peut s'en tirer comme ça, permettez à Guibril aussi de croire que, surtout aux affidés de Guibril, qu'eux aussi ils ont des droits à revendiquer. Moi je ne sais pas pourquoi les gens s'étonnent. Si Soro et Guibril qui ont conversé dans la fameuse écoute peuvent s'en tirer comme ça, mais... Et puis aussi, il ne faut pas s'étonner que des gens comme les Aïda demandent à ce qu'on libère Guinguéré aussi, parce que lui aussi n'a rien à se reprocher là, visiblement dans l'affaire. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut même pas qu'on s'étonne qu'ici un jour que... Oui, non, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. On le laisse terminer. Non, c'est ce qu'on doit accepter finalement, puisque si on a commencé, il fallait qu'au bout. Et je dis qu'il ne faut pas s'étonner, même qu'on vient nous dire ici un matin que c'est en réalité le vieux Kafando qui a fait le coup d'État contre lui-même. Ouais, tout ça c'est possible. Hein? Non, c'est pour vous dire qu'il faut rigoureux. Quand on fait un travail, il faut rigoureux dedans. Il n'y a pas à faire des petits calculs, des petites faveurs aux uns et vouloir arranger les autres. Et quand on se lance dans ça, il ne faut pas s'étonner que ces gens de situation se présentent. Voilà. Et par rapport à l'avis des experts, je ne sais pas. Et comme son nom l'indique, on a bien dit que c'est un avis. Un avis, à moins que, bon, je ne comprends pas bien le français, un avis, c'est un avis. Quand je vais demander ton avis, tu me donnes, je ne suis pas obligé de tenir compte de ton avis. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent se focaliser sur cet avis-là, faire comme si c'était une décision de justice qui était contraignante qu'on doit appliquer forcément. Voilà. Oui, Rabo voulait réagir. Oui, non, mais en fait, bon, les gens ont cette impression parce que quand on dit que c'est les Nations Unies et que les Nations Unies ont donné un avis, si votre pays tourne le dos à un avis des Nations Unies, ça peut paraître comme si vous étiez un mauvais élève sur l'autel des droits humains. Voilà, c'est l'impression qu'on a. Sinon, comme exactement Ladji Bama dit, un avis, c'est un avis et puis c'est un groupe d'experts. C'est un groupe d'experts commis par les Nations Unies.
Et vous savez que les travailleurs d'expertise, c'est comme un consultant. Il fait le travail et puis il donne aux décideurs. Voilà, ce n'est pas l'ONU qui a enjoint au Burkina Faso de libérer Djibril Bassolé. Maintenant, ceux qui ont intérêt à ce que Djibril Bassolé soit libéré ici et maintenant en ont profité. Voilà, ils en ont profité, surtout qu'en face, il s'est dit que le gouvernement avait peur même de faire front aux Nations Unies, comme si les Nations Unies, c'est, je ne sais pas, le super gendarme, alors qu'on voit les bourdes des Nations Unies un peu partout sur les théâtres de conflit, même si ce n'est pas un procès. Hein, voilà, c'est pour dire que les Nations Unies sont aussi critiquables. Hein. Les gens ont peur de dire aux Nations Unies que nous, on a des textes, et puis non, pourquoi? Oui, mais le gouvernement, en tout cas, l'a fait en rappelant, en tout cas, toutes les mesures, toutes les dispositions qui sont... Oui, c'est 2 jours, 3 jours après. Ça devait se faire dès le lendemain. Oui, oui. Vraiment, par rapport à peut-être ce que... je sais que là, Djibama s'amuse en disant de faire comme si de rien n'a été pour ce coup d'État, parce que j'estime que ce qui c'est réellement... je le comprends parce que la façon de gérer le dossier est très complexe. Voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Mais il faut se rappeler aussi que, bon, c'est comme on l'a déjà dit, hein, il y a la réelle politique, il y a, bon... s'il faut attendre à ce qu'un jour on puisse juger, on puisse vraiment impliquer Soro avant de passer à ce jugement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent que si réellement il y a problème dans ce pays-là, personne ne va sortir encore offrir ses balles, sa poitrine à tirer, parce qu'ils ont compris que, on dirait, les politiciens veulent gérer un certain nombre de dossiers. Je ne sais pas, je ne veux pas dire mouta, mais bon, c'est-à-dire s'entendre entre eux et puis bon, au détriment de la population. Pourtant, je pense que sur l'insurrection et puis sur le coup d'État, on doit savoir réellement ce qui s'est passé. Parce que voici un peuple qui est sorti, qui a dit non à la barbarie, qui a dit non et qui veut aller à, je ne sais pas, à un état de droit. Je pense que ceux réellement qui ont fait ce coup d'État-là, on a eu quelqu'un qui a endossé la responsabilité. Nous avons eu un journaliste à la RTV qui a annoncé, qui faisait les communiqués en tout cas un certain nombre d'acteurs qui sont connus. Pense qu'il faut aller au procès pour qu'on puisse... Ça n'a rien à voir avec le coup d'État. Si. Bamba qui a fait ses propres... Oui, mais bon, mais il n'est pas journaliste à la RTC. Bon, c'est vous qui le dites. Il a dénoncé... Oui, il n'est pas journaliste chez nous. Alors, oui, Bougouma, très rapidement. Il a dénoncé la déviation de la transition. Non, mais je précise qu'il n'est pas journaliste à la RTC. Donc, bon, ça au moins c'est... Donc, en réalité, c'est... Pour faire sérieux, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un groupe de travail de l'ONU. Quand on dit l'ONU, j'entendais des gens qui disent qu'il ne faut pas que le Burkina Faso va se mettre à dos l'ONU. Est-ce que le Burkina connaît l'ONU? Si on prend l'ensemble des résolutions, si ma mémoire ne me trahit pas, Israël, il y a 67 résolutions, ce n'est pas des avis, résolutions. Le monde entier, je crois que c'est 61. Oui, mais Israël bat le monde entier en termes de résolution qui pèse sur sa tête. Gbagbo même souvent utilisé. Vous dites, lui, il n'a pas peur de résolution finalement. Là, on ne parle pas d'avis, on parle de résolution. Ça n'a pas la même portée. Qui sont ignorés par Israël. Qui sont ignorés par Israël. Et par plusieurs pays. Puissant, non, la Côte d'Ivoire à côté, sous la crise ivoirienne, l'expert onusien, M. Doudou, a été dénoncé par Babo. Il a dit qu'il est partisan et tout, il ne reconnaît pas ses travaux. Le Burkina même pouvait dénoncer, dit nous, on ne reconnaît même pas ses experts. Mais justement, Pierre Kourouziza a éjecté et conduit combien de médiateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Michel Kafando doit être le 5e. Et il a même mis en garde Michel Kafando. Mais le même Pierre Kourouziza, il dit si un soldat étranger vient sous prétexte que c'est pour protéger la paix, c'est considéré comme un acte de guerre et il va répondre. Qui est parti? Personne. C'est une question de souveraineté, parfois de force. Et puis bon, on se trompe souvent, on dit comme c'est l'ONU, attention. Et puis bon, et après, quand Blaise voulait modifier, c'est l'ONU a dit attention, monsieur, vous allez envoyer le pays dans le décor. C'était tout à fait logique, personne n'a réagi. Maintenant, il y a eu un putsch, des gens sont retenus dans ce cadre-là. Très rapidement, il était civil. Et oui, ça c'est vrai, il était civil. Mais si vous êtes civil, vous avez commis des infractions militaires. Notre loi dit vous pouvez venir répondre devant le tribunal militaire. Si vous êtes militaire, vous avez commis des infractions civiles, vous allez partir au civil. Je pense que c'est aussi simple que cela, quoi. Bon, mais ça a servi effectivement de pain béni aux communicants de ces deux messieurs-là, qui sont sortis effectivement pour profiter de cette situation et puis bon, justifier un certain nombre de choses et c'est bon pour la République. Peut-être là où Dieu fait bien les choses, hein, le tribunal militaire que certains rejettent aujourd'hui catégoriquement, je suis d'accord que c'est un tribunal d'exception et qu'à terme il faut le faire disparaître, que les gens présentent aujourd'hui comme un monstre qui est contraire à l'état de droit. Le tribunal militaire a quand même jugé des putschistes
qui avait visé le fauteuil de Blaise Compaoré. Vous vous souvenez le capitaine militaire Diapagri Wali. Voilà, vous vous souvenez les Babou Naon. Ils ont été jugés par ce tribunal militaire-là pour tentative de coup d'État. Et c'est le même procès que le tribunal militaire va faire. Voilà, comme contre cette fois-ci peut-être des pro-Compaoré. Voilà, donc c'est l'arroseur arrosé, hein, il faut accepter ça, hein, les choses se passent comme ça. D'accord, alors on va évoluer dans le débat, on va parler d'un sujet qu'on a déjà évoqué, il s'agit donc du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les travaux ont déjà commencé avec la réunion des experts burkinabés et ivoiriens qui s'est tenue donc du 13 au 15 juillet dernier. Le conseil de gouvernement donc, de ces deux pays, c'est pour le 17, en attendant le début donc, du sommet entre les chefs d'État qui est prévu pour le 18 juillet. On peut déjà dire que malgré donc, toutes donc, les divergences qu'il y a eu entre les dirigeants des deux pays, les deux pays sont finalement engagés, en tout cas dans une dynamique de coopération unique hein, dans la sous-région et donc qui est fructueuse également. Bama. Oui, on peut le dire ainsi parce que quand même, bon, il y a des choses qui se font, le traité il est vieux maintenant, les rencontres se tiennent de façon régulière chaque année, chacun va rendre visite à l'autre et ainsi de suite. C'est bien, c'est bon pour en tout cas les bonnes relations de bon voisinage et tout ça. Maintenant, comme on l'a toujours dit ici, c'est qu'on attend toujours, hein, le concret, c'est ça moi je pense. C'est le concret que tout ça peut nous apporter en termes d'infrastructures réalisées, en termes de projets en tout cas structurants qui seront en tout cas mis en œuvre dans le cadre de ce traité-là. C'est ce qu'on attend toujours. Sinon, pour le principe, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, bon, il faut que les gens aillent au-delà de ce que moi je peux appeler le folklore de chaque année quand on va dans chaque pays pour aller bon, faire le temps de 3 ou 4 jours et puis bon, après on se quitte encore, on attend une autre session pour se retrouver encore. Voilà. D'accord. Alors, parlant de projets, il y en a, hein, il y a quelques projets emblématiques qui sont assez connus. Alors, Bernard Bougouma, vous croyez donc à la réalisation prochaine de certains de ces projets? Bon, si je me fie aux politiques, oui, mais moi, je croirais quand je vais embrasser l'autoroute. Ouais, quand je vais faire room sur l'autoroute, je dis ah. Tu vas pas rouler à côté. Hein. Non, je ne vais pas rouler sur le bas-côté de l'autoroute parce que je ne m'oppose pas. D'accord. Je ne m'oppose pas à l'autoroute, donc on ne peut pas conduire seulement pour rouler sur le bas-côté du. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Parce que moi, je ne m'oppose pas à l'autoroute. Pour moi, ça va me fluidifier le trafic qui est devenu très dense et puis les routes qui se dégradent très rapidement. Voilà. Donc, je pense que ce sont les projets phares. L'autoroute et le chemin de fer, c'est vrai qu'il y a d'autres, dans chaque compartiment, dans chaque quantité, il y a plusieurs, même avec vous. Je ne sais pas pourquoi chez vous, là, ça tarde, alors qu'il y a des engagements forts qui avaient été pris, mais je ne sais pas. En tout cas, sur le plan de la communication et de la culture également. Oui, là-bas, il y a beaucoup de... C'est des domaines qui sont beaucoup plus avancés. Peut-être que c'est parce que ça ne demande pas suffisamment de moyens. Ben, on a vu, peut-être... En tout cas, là-bas, c'est beaucoup plus avancé. J'ai vu l'année dernière Taïrou Bari avec des habits à Caen, à une cérémonie à Abidjan. Et le ministre de la Culture ivoirienne était en boubou, en façon d'Anfani, à une cérémonie. Là, ça va vite. Maintenant, comme les autres, c'est des grands projets, c'est des projets d'envergure. Je pense que le point d'achoppement également, l'un des grands, c'était l'affaire Sonabi. Au niveau de la Sonabi, il y avait également des difficultés qui n'avaient même pas pu être résolues lors du dernier TAC. Voilà. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, bon, il y a quand même de la bonne volonté dans l'un ou l'autre camp de pouvoir implémenter certains projets d'envergure. Voilà. Donc, le gouvernement burkinabé dit que l'étude de faisabilité en ce qui concerne l'autoroute, c'est terminé. On nous fait comprendre que, comme on l'a évoqué en début d'émission, début 2018, normalement, on pourra voir le démarrage du tronçon de Ouagadougou. Oui. Bon, en attendant qu'effectivement les autres... Parce que ça, c'est le concret, quoi. Ça, on parle de l'axe Ouaga-Abidjan. Sinon, les autres, là, c'est... Voilà. Mais il y a de la bonne volonté de part et d'autre, quand même, de concrétiser un certain nombre de projets. Les gens avaient craint,
quand Blaise est parti dans les conditions connues et que les ROC sont arrivés après le putsch et ce qui s'est arrivé, il y avait effectivement de l'appréhension. Les gens se posaient des questions. Est-ce que ça va aller bien? Est-ce que les uns les autres, est-ce que chaque pays va collaborer dans la recherche des moyens financiers pour concrétiser certains projets? Beaucoup avaient vite dit, compte tenu du fait que Blaise a compté pour beaucoup dans la session de Alassane au pouvoir et que Blaise est hébergé là-bas maintenant, est-ce que Alassane va jouer franc jeu et comme il est bien introduit dans la finance internationale, est-ce qu'il ne va pas créer des problèmes au Burkina? Mais bon, on constate à l'épreuve du terrain que bon, ce n'est pas aussi ça. Sur un certain nombre de dossiers, bon, on voit que ce n'est pas aussi ça. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire d'intérêt, ce n'est pas une affaire de personnes en ce qui concerne les pays. Et donc je pense que les choses vont à leur rythme. D'accord. On va prendre sur le sujet la réaction très rapidement de Lassane. Oui, il faut dire qu'avant d'être un outil de développement, le TAC, c'est un outil politique parce que si on voit un peu l'historique, le TAC est né en 2008. Oui. C'est dans une situation de crise. Voilà, né de l'ivoirité, dans laquelle même le Burkina était un peu accusé d'être la base arrière des rebelles. C'est dans cette situation que le TAC est né. Et même si on constate qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes politiques entre les deux pays, le TAC prend un coup. Parce qu'en 2010, après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, il y a eu quand même un tamon. Il a fallu attendre 2011 pour voir le deuxième au sommet, voilà. Et sous le coup d'État, l'insurrection ici, nous avons vu que 2015, il n'y a pas eu de TAC, voilà. Donc au-delà de l'aspect politique, il faut savoir réellement qu'il y a quand même de la volonté, comme l'a dit Bougma, de la volonté quand même de permettre quand même d'instaurer un cadre de dialogue entre les deux pays pour permettre quand même de renforcer la coopération. Mais les projets proprement dit, bon, vous avez l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, bon, ça peine, mais comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, nous voyons peut-être que d'ici 2018, nous allons voir que du côté du Burkina Faso, ça va bouger, parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez la voie Yamoussoukro-Abidjan, c'est déjà une autoroute. Voilà, sur nous, ça prend un peu, ça va lentement. Il y a aussi l'approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures. Vous savez que pour le TAC passé, les autorités ivoiriennes avaient pris cet engagement de passer de 70 mégawatts à 80. Je pense que ça doit être une réalité. Et dans le projet de la fourniture en hydrocarbures, il y a ce projet de pipeline qui vraiment... Bon, attendons de voir les choses réellement sur le terrain avant vraiment d'être plus confiant. Mais nous espérons qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté et sur un certain nombre de secteurs comme la culture, la communication, bon, ça paraît un peu avancé entre la RTI et la RTB. Quand même, entre Sidoya et Fratmat, entre l'ISTIC et l'ISTC. Bon, quand même, on peut saluer. Espérant que les grands projets, surtout les 3 grands projets qui constituent quand même la charpente des TAC, que ça puisse connaître vraiment un avancement. D'accord. Alors, on est très pris par le temps. Rabo, on va vous donner la parole, mais en vous permettant donc de réagir sur une actualité de chez nous, ici au Burkina Faso. C'est sûr que donc les questions concernant la sécurité et la lutte contre le terrorisme seront au centre donc de cette rencontre du 18. Alors ici au Burkina Faso, alors le village de Dakouye, donc dans la Kossi, à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a eu donc des échanges de tirs entre des policiers et des djihadistes. Il n'y a eu aucun blessé. Ce sont les habitants de la localité finalement qui ont signalé donc la présence d'individus vêtus de noir à la police. Alors vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose, parce que moi je ne suis pas sûr que ce sont des terroristes. Moi je pense plutôt à des grands bandits qui écument la zone là. Je ne crois pas vraiment à des terroristes. C'est des terroristes en herbe. Parce que bon, on ne fait pas du terrorisme comme ça. Parce avec un tricycle. Oui, avec un tricycle. Mais je crois que c'est du terrorisme de fortune. C'est un moyen de passer inaperçu. De passer inaperçu. Non, moi je ne crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est des grands bandits, bon, comme
chat échaudé craint l'eau froide. Voyez-vous, le moindre geste d'un grand bandit est présenté comme une action terroriste. Moi, je crois qu'il y a eu plus de peur que de mal. Heureusement, il y a eu une intervention vigoureuse de nos forces de défense et de sécurité. C'est tant mieux. Mais bon, je n'ai pas de crainte par rapport à ça, au regard de la description qui a été faite de ce qui s'est passé à Dakui. Oui, Baba, vous pensez également que c'est juste des bandits de grand chemin? Oui, je crois que c'est un peu la même appréciation des faits que j'ai eu un Rabo, parce que là, dès que les choses ont été présentées, moi j'ai eu du mal vraiment à croire que c'est soit de vrais djihadistes qui se comportent comme ça, sur un tricycle, et puis aussi en uniforme noir. Les djihadistes, quand on les voit souvent, les terroristes qui font ce qu'on a pu déplorer par le monde, ils ne se mettent pas à une tenue uniforme. Ils se confondent à la foule, ils viennent comme tout le monde, et puis bon, ils passent inaperçus, mais se mettent c'était au nombre de combien? 7 en uniforme, ouais. Tout ça, bon, je pense que c'est... Bon, peut-être qu'on attend de voir plus d'éléments sur cette affaire pour comprendre, mais jusque là, ce qu'on a vu, moi, je ne crois pas que ce soit vraiment des terroristes qui méritent qu'on puisse trop s'attarder sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis, et j'espère que ça a permis à nos forces de défense et de sécurité de prendre en tout cas en charge cette zone du pays-là. Ils vont peut-être se mettre en position de guerre aussi pour contrer toute éventualité dans cette partie du pays. Voilà. Oui, Bougouma. Oui, terroristes amateurs, oui, peut-être ça ressemble fort bien également à une mise en scène, parce que les terroristes qui vont porter des habits facilement identifiables, prendre les tricycles, même si c'est pour passer inaperçu, pour ne pas vous mettre dans la même tenue des armes et puis ne pas attirer l'attention des uns et des autres. Ça, voilà, en fait, c'est ce qui fait effectivement qu'on se pose des questions. Mise en scène ou bien de bandits, et quels sont ces bandits également qui s'habillent de façon facilement identifiable de la sorte. En fait, je pense à tout cela. Donc, ce qui fait que, heureusement, hein, il y a eu plus de peur que de mal, comme on le dit. Et rien ne nous dit également que ça ne fait pas partie des astuces de manœuvre militaires ou des forces de défense et de sécurité. Donc, ce qui fait que... Mais bon, il n'y a pas eu de victimes, Dieu merci. Mais quoi qu'il en soit, des populations qui ont dénoncé, c'est très bien, c'est déjà bien que les populations elles-mêmes s'impliquent dans la dénonciation des suspects. C'est déjà un très bon canal. Et on est très bien parti quand c'est comme ça, parce que quand il y a une bonne collaboration des populations, ça peut faciliter à endiguer un certain nombre de choses sur le plan sécuritaire, que ce soit des terroristes ou que ce soit des bandits de grand chemin. D'accord. Alors, Osé Lassané, 30 secondes pour... Oui, moi, au-delà de cet aspect mise en scène, je voudrais tout d'abord saluer la coopération de la population. Vraiment, voici des gens, la population qui est en train d'intégrer en eux cet aspect insécurité, cet aspect terrorisme, et qui savent et qui ont pris conscience qu'ils doivent collaborer avec les FDS. Je pense que c'est très important et à saluer. Et dans ce cadre même, il y a un projet du ministère de la Sécurité, le PARCIP, pour essayer de voir comment intégrer les préoccupations et les perceptions de la population dans la sécurisation. Parce que vous savez qu'avec un certain nombre d'acteurs comme les Congolais et consorts qui sont entrés en ligne de compte, le ministère de la Sécurité doit tenir compte quand même d'un certain nombre de choses au sein de la population pour mettre en place une bonne politique de sécurisation. Et je pense que vraiment cet aspect de la population, c'est à saluer. D'accord. Alors, on va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci à tous d'avoir pris part donc, à cette émission. Et j'y rappelle aux téléspectateurs que j'étais sur le plateau avec Bernard Bougouma de Watt FM, la Sénal Osé Ouedraogo des éditions Siloya, Soumaïla Rabo de la radio Savane FM et Ladji Bama du journal Le Reporter. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.